Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue une fois de plus dans Décryptage et nous revenons sur l'épineux problème du transport en commun. Aujourd'hui sur ce plateau, Alain Louganana de la commission Justice et Paix. Nous avons autour de moi également un chauffeur de taxi, monsieur Mianandi, et le syndicat des transporteurs. On nous a dit, ils vont devoir se présenter. Je vais commencer à ma gauche. Merci, monsieur le journaliste. Je me nomme Omer Moupile Makita, secrétaire général adjoint de la section fédérale de transport du département de Pointe-Noire et du Kouélou. Et à l'extrême droite, nous avons... Je suis monsieur Tiakoulou Ernest, secrétaire chargé de l'organisation et de la mobilisation de la Fédération syndicale des transports du Congo. Sur ce plateau était également attendu le syndicat du patronat des transporteurs, bien sûr, c'est-à-dire les patrons des taxis, les propriétaires, bien sûr, des taxis et bus, mais qui certainement ne va pas tarder, il va nous rejoindre si, bien sûr, le temps nous le permettait. On va donc revenir sur, en bref, bien entendu, sur le constat que vous avez fait afin de comprendre et de tenter un peu de cerner le problème, où est-ce qu'il se situe et qu'est-ce qu'on peut faire. Alain. Merci beaucoup, Monsieur Perrin, pour cette question. Il ressort de ce constat plusieurs phénomènes. Il y a le phénomène des trajets fantaisistes communément appelés demi-terrain. Il y a le phénomène de grattage, pour ne pas parler des tracasseries policières dont les conducteurs sont victimes. Et il y a aussi les abandons en plein parcours des passagers par les conducteurs de bus surtout. Et il y a enfin le phénomène, peut-être des phénomènes, mais il y a le contenu des musiques, des contenus qui sont malsains et qui sont joués dans nos taxis et bus qui a dans une certaine mesure frise de l'attentat aux pudeurs, sinon une atteinte aux bonnes mœurs. Voilà à peu près de façon résumée les constats qui ont été faits par la commission. Est-ce que vous reconnaissez d'abord que dans le transport en commun aujourd'hui, il y a un véritable problème. Les demi-terrains, les trajets fantaisistes que vous appelez ça, c'est comme ça. Il y a aussi la tarification abusive. En tant que chauffeur, je le reconnais d'abord, mais je viens pour plaider à la place des chauffeurs un peu sérieux, pas moins sérieux, parce que il y en a beaucoup. Beaucoup de chauffeurs, des chauffeurs malhonnêtes et des chauffeurs honnêtes. Je reconnais tout ça, mais il y a aussi des facteurs qui font à ce que d'autres chauffeurs tombent dans ces situations. Premièrement, j'évoque d'abord la tarification. Le prix de la course à 700 francs a été homologué pratiquement il y a plusieurs années passées. C'est 700 francs, tout le monde le sait. Mais tout simplement, à l'époque, il y avait encore 4 arrondissements. Mais maintenant, là, nous avons 6. Et automatiquement, il y a eu un changement. Et il faut essayer de revoir tout ça. Parce que, admettons, je prends juste un exemple. Je suis chauffeur, je travaille. Et une fois, un client m'arrête, prenant l'exemple vers le marché Faubourg. Il me dit, emmène-moi à Timbamba. Et pratiquement, on regarde avec l'heure, il est pratiquement 12 heures, l'heure de pointe. Est-ce que vous pensez que si je prends ce monsieur à 12 heures pour l'emmener pratiquement à Timbamba, quand vous estimez, ça quand peut vous estimez, combien de temps de évidemment, ça peut me faire pratiquement 45 minutes. Et nous travaillons avec le temps et notre kilométrage. Si je prends le monsieur déjà pour l'emmener là-bas, je peux être 45 minutes, 1 heure. Également, je peux déjà avoir 3000 francs. Parce que 1 heure... Dans les 45 minutes dont vous parlez, ou 1 heure, votre taxi, par exemple, peut consommer quelle quantité de carburant? 1 litre? 2? Non, la voiture peut consommer selon la distance, selon les kilométrages. Donc si le marché Faubourg à Timbamba peut faire pratiquement 10 km, exemple, ça veut dire que j'utilise déjà 1 litre. À la pompe, c'est pratiquement 600. Donc automatiquement, si je prends 700, évidemment, j'ai juste 100 francs. Je gagne absolument rien là. Donc il faut essayer de revoir. Parce que si je travaille en prenant les 700 avec les courses un peu plus avancées, automatiquement, je perds. Il faut essayer un peu de revoir. Moi, je suggère que si on pouvait avoir un système de compteur
et voir le temps, ça pouvait permettre à tout le monde de se retrouver. Parce que nous aussi, on ne vient pas pour perdre. Je vais m'intéresser aux représentants des transporteurs, c'est-à-dire le syndicat des transporteurs. Alors, vous, est-ce que vous avez conscience de tous ces problèmes qui minent aujourd'hui le transport en commun et comment vous les percevez? Merci, monsieur le journaliste. Bon, je crois que nous avons conscience parce que ça remonte aujourd'hui certainement je ne sais pas si ça fait déjà une année, de cela que le préfet avait mis sur pied une commission. Et cette commission-là avait la charge d'examiner les problèmes relatifs au prix de transport, notamment la course de taxi et le phénomène de demi-terrain. Et une commission qui était constituée de tout le monde. Nous étions là, le syndicat des transporteurs, le patronat, la police, la gendarmerie, tous nous étions là, la mairie, nous étions dans cette commission-là. Et nous avons donc fait un travail de fond qui nous a pris pratiquement 14 jours. Au sortir de cela, nous avons produit un compte rendu et avec des souhaits, des approches, des solutions pour permettre à l'autorité de prendre finalement une décision adéquate. Bon, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés dans notre coin, nous n'avons jamais été répondus. Et donc, aujourd'hui, nous sommes conscients. Mais il faut comprendre, tel que le chauffeur venait de le dire, en ce qui concerne la course de taxi, cela est facultatif. Donc, le client négocie avec le chauffeur par rapport à la distance. Parce que la ville, aujourd'hui, a connu une extension au point où cette délibération qui a été prise pour fixer les prix de transport n'est plus, que dirais-je, n'a plus vraiment la validité. Aujourd'hui, il faut revoir ça. Mais maintenant, là, aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est négocier avec le client, avec le chauffeur. Par rapport à la distance, il faut vous demander 1000 francs. Mais sinon, dans la commission, nous avons divisé la ville en 5 zones tarifaires. Ça veut dire qu'au sein d'une zone, vous ne payez que 700. Quand vous partez d'une zone à une deuxième, vous payez 1000 francs. De la deuxième à la troisième, vous payez 1500. Et nous attendons jusqu'aujourd'hui ce travail-là. Certainement, une délibération devait être prise par le conseil municipal, sinon départemental, pour qu'au moins on ait une position, qu'on soit fixé sur ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que vous pouvez nous donner une précision, la première zone, la deuxième, la troisième, la cinquième, c'est où là? Bon, mais si j'ai bonne mémoire, puisque ça date un peu de longtemps, la première zone va de la ville vers la barrière jusqu'au grand marché. Donc cette zone-là jusqu'au camp industriel, jusqu'à la base industrielle plutôt, ça c'est la première zone. De là jusqu'à vers Fuchs, la rivière qui nous sépare pour aller en Bota là-bas. Ça, c'est la deuxième zone. Il y a une autre zone qui partait de là jusqu'à Tister. Et de Tister là-bas jusqu'à Vindoulou, jusqu'au péage, là-bas, c'est la 5e zone. Ça peut paraître un peu très difficile à maîtriser parce que lorsqu'on part d'une zone à une autre, mais il y a un problème aussi de distance qui peut se poser. Je peux me retrouver dans la zone A pour aller vers la zone B et que la distance est moindre. À ce moment-là, ça risque de poser. Bon, mais ce sont là des propositions que vous avez bien sûr faites. Mais Alain, le chauffeur dit aujourd'hui la ville s'est étendue. Ils ont conscience de tous ces phénomènes. Et depuis pratiquement un an, vient de nous dire d'ailleurs un des représentants du syndicat des transporteurs, un travail avait été finalement amorcé, mais qui n'a finalement pas abouti. Que dire de tout cela? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je crois que nous devons partir d'un cadre juridique qui existe. Il y a un arrêté. C'est l'arrêté 629 du 19 mars 1994, si ma mémoire est bonne, qui fixe les prix dans les transports en commun sur l'étendue du territoire congolais. L'article 1er de cet arrêté dit que la course de taxi coûte 700 francs CFA. Que ce soit là où on va, mais dans la... J'arrive, monsieur Perrin. Et le ticket du bus coûte 150 francs. Maintenant, il y a lieu de se demander, est-ce que cet arrêté-là
a prévu des distances pour que ces coûts-là soient conformes ou soient respectables. Ça, c'est un problème. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je pense bien que l'arrêté doit être appliqué conforme aux stipulations qui se trouvent. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on refasse une relecture de cet arrêté. Bon, les amis ont évoqué le problème de l'extension de la ville. Que la ville s'est étendue, ça veut dire qu'il y a de nouvelles distances certainement qui se sont créées et que en parcourant ces distances-là, avec ces prix-là, cela peut leur causer un préjudice en perte de carburant, en perte de temps. Ça peut être vrai. Mais moi, je pense bien que dans un pays qui a des lois, dans un pays qui a des règlements, ce n'est qu'au pouvoir public de fixer les prix. Donc, quand il y a pareille situation, il faudrait qu'on se rabatte auprès de l'autorité publique pour qu'il y ait une discussion. Dans ce pays, on parle, je ne sais pas, du dialogue social. Donc, il y a des cercles de réflexion qui ont été mis en place ou alors qui peuvent être mis en place pour traiter de toutes ces questions. Moi, je ne pense pas que les travaux d'une commission qui n'ont jamais abouti puissent produire des conclusions qui, à leur tour, produisent des effets. Et moi, je crois que dans ce contexte-là, on est hors du cadre juridique qui nous régisse. Donc, si les transporteurs pensent qu'ils sont lésés, le combat qu'ils doivent mener, c'est d'arriver à faire des propositions concrètes qui feront que le cadre juridique qui existe soit abrogé ou encore soit aménagé pour l'adapter aux réalités qui sont celles d'aujourd'hui. Et je me pose encore la question, est-ce que c'est au préfet d'un département de réglementer une question qui est de portée nationale? Parce que le transport en commun, ce n'est pas seulement à Pointe-Noire, mais c'est aussi à Brazzaville. Donc, si déjà avec le préfet, il y a un pas qui a été franchi, c'était aussi bien qu'on aille un peu plus loin. Bon, comme le préfet, c'est le représentant du gouvernement dans le département, certainement que lui, à son niveau, il fera parvenir toutes ces conclusions-là au pouvoir central pour que les décisions soient prises. Mais actuellement, nous sommes encore sur la base de l'arrêté de 1994 qui, à ma connaissance, n'a jamais été abrogé. À entendre parler, mon frère, bon, vous savez, bon, aujourd'hui, si prenons le cas des demi-terrains, par exemple. Bon, la ville hier partait d'où à où? La ville de Pointe-Noire. Les bus partaient de Font-Thiétier jusqu'au Grand Marché. Ça, c'est les itinéraires fixés par la mairie. L'arrêté municipal aujourd'hui là. Donc, s'il y a lieu, alors là, on parle plus de demi-terrain. Parce que quand un bus va partir de Patra pour s'arrêter à Thiétié-Massola, c'est pas un demi-terrain finalement. Donc, voyez-vous. Donc, ces textes-là deviennent caducs. C'est ce que nous avons dit au niveau de la commission. Et qu'il fallait aujourd'hui prendre d'autres textes vis-à-vis de la réalité. La ville a connu une extension. Donc nous sommes allés même à faire des propositions sur la redéfinition des lignes que nous avons fait. Nous sommes arrivés jusqu'à 40 et quelques lignes qu'on a définies dans la ville. Donc il s'agit là de la mairie, puisque c'est à la mairie de fixer les lignes. À la mairie de prendre une délibération qui fixe le réseau routier. Et en ce moment-là, on pourra parler par exemple de demi-terrain. Sinon aujourd'hui, là, si on en parle, moi je ne sais pas sur quelle base. La fois dernière, il y a un ancien chauffeur qui a travaillé dans les années, il me disait au téléphone, il a dit c'est dans les années 64, 65. Il dit il a travaillé dans une entreprise de transport en commun. Mais en ce temps-là, lorsqu'on se prononçait pour le transport en commun, on souscrivait également la ligne sur laquelle on devrait opérer. Cela veut dire que un bus qui opère sur la ligne Chimbamba, par exemple, ou Luanzili, je ne sais jusqu'où, ne peut pas, dans le même temps, exploiter les autres lignes. Est-ce que c'est ce qui se fait maintenant là? Parce qu'on a l'impression que tous les bus ont tous les numéros, c'est-à-dire ils ont toutes les lignes en exploitation. En fait, lorsqu'il constate que sur la première ligne où il a opéré, il n'y a plus gain de cause, il change de plaque et puis ainsi de suite, il continue. Est-ce qu'il y a une redéfinition, il y a une définition des lignes d'exploitation? Bon, vous savez que le transport en commun, c'est une activité commerciale. L'objectif donc à la fin, c'est avoir la recette. Ce n'est pas de la même façon que les choses se font aujourd'hui. Nous sommes en train de parler ici là des demi-terrains.
mais c'est dû à l'extension de la ville. Mais aujourd'hui, vous allez imposer à un chauffeur de ne faire que la ligne, par exemple, 3. Nous parlons du phénomène des embouteillages. Bon, quand il va s'embourber dans l'embouteillage là-bas le soir, il va aller rendre compte au patron. Est-ce qu'il va dire que non, je suis parti là-bas, c'est parce qu'il y a des embouteillages? Le patron attend à la maison la recette. Raison pour laquelle aujourd'hui, chaque chauffeur, nous avons pensé que chaque chauffeur devait faire la ligne où il doit trouver son compte. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de raison d'imposer aux chauffeurs une conduite à tenir pour dire par exemple que non, vous ne pouvez que faire la ligne 9 ou la ligne 8 ou la ligne 3. Nous savons que hier, Pointe-Noire avait une forme. Et aujourd'hui, Pointe-Noire a une autre forme. Ça, nous devons le reconnaître. Bon, nous avons été appelés à la voirie pour regarder le problème de la définition des lignes. Aujourd'hui, les lignes ont été bien définies. Nous avons essayé de modifier par rapport à la réalité que nous trouvons aujourd'hui. Hier, comme a dit le chargé de l'organisation ici, le départ de toutes les lignes, c'est-à-dire la ligne, par exemple, la ligne numéro 1, partait de Fontiétier. Mais aujourd'hui, là, par rapport au travail que nous avons fait, la ligne part, si ce n'est pas de Vungu, la ligne 4, ou la ligne numéro 1, c'est à Nanga ou à Patra. Bon, est-ce qu'un bus qui quitte Patra jusqu'en ville, imaginez un peu, il va faire combien de temps de parcours? Une autre question par rapport à votre intervention. Vous dites que c'est la recette qui compte dans tout ça, nous voulons bien. La fois dernière, je crois que c'est Maître Senga qui nous rappelait que c'était là aussi un service public. Hein, lorsqu'on a souscrit, faire le transport en commun, c'est un service public. Et il y a des engagements que vous prenez là-dessus. Mais vous dites, on peut opérer dans n'importe quelle ligne. Et vous dénoncez d'ailleurs ici les embouteillages. Mais est-ce que les embouteillages ne sont pas dus le fait que tout le monde peut se permettre tout et se retrouver finalement dans la même ligne? Le problème des embouteillages n'est pas dû à ce que vous évoquez là. Mais moi, personnellement, je me dis que, compte tenu des discussions qu'il y a eu lors de la concertation qu'avait convoqué le préfet, il y a eu des analyses critiques et il y a eu des propositions. Bon, dans les analyses critiques, les acteurs ont été intervenus dans la chaîne de transport, ont évoqué le manque des infrastructures routières dans notre ville. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Et le commerçant, sinon le transporteur qui exerce, il tient compte de ça. S'il sait que la ligne 9, là-bas, il n'y a pas trop d'embouteillage, bon, il exerce sur la ligne 9. Et si tous les transporteurs pensaient qu'il faut seulement faire la ligne 9, imaginez la suite. Le problème, le résultat, c'est les embouteillages. Parce qu'aujourd'hui, il y a un choix de lignes. Imaginez si on avait des voies. Patra, Vindulou qui coupe là-bas pour arriver jusqu'à Nanga, ainsi de suite. Mais on n'aurait pas un problème d'embouteillage. On n'aurait pas aussi un problème de demi-terrain. Est-ce que vous pensez que c'est convaincant que de dire un bus qui opère du Fontiétier jusqu'au port? Je prends cette ligne par exemple, c'est la ligne numéro 1, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, pratique les demi-terrains sous prétexte qu'il y a des embouteillages. Alors que nous savons que pour les bus, c'est bien différent des taxis, parce qu'on va revenir tout à l'heure avec notre chauffeur de taxi. Les bus font une ligne continue tout en sachant que les clients peuvent se renouveler. Sur les bus, nous voyons des pancartes sur lesquelles il est écrit numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro, je ne sais pas quoi encore. Ça veut dire que, et cela est accompagné par des paroles, il suffit seulement d'aller dans les terminus ou alors dans les arrêts de bus pour voir des gens qui crient. Patra, je ne sais pas, port de Pointe-Noire, Tister, port de Pointe-Noire. Donc, du coup, toute personne qui arrive et qui voit un bus qui porte la pancarte numéro 1, sait déjà que ce bus-là part de Patra au port de Pointe-Noire. Ou encore, si c'est la pancarte numéro 8, cette personne-là, ce passager-là, sait que ce bus-là part du rond-point Tister au port de Pointe-Noire. Donc, c'est une habitude parce que la pratique est répétée. Puisque la pratique est répétée, elle devient comme une norme qui régit tout le monde. Vous voyez donc, quelque part, le vide a été comblé. Maintenant, on peut aller un peu plus loin.
c'est d'arriver un jour à avoir une loi, pour ne pas dire un arrêté municipal, qui vienne comme pour mettre en œuvre les énonciations de cette délibération que j'ai ici, qui certainement n'a jamais été abrogée. Donc, du moment où les transporteurs se sont organisés, du moment où il y a des pratiques qui existent, du moment où il y a des usages qui existent, et que tous nous adhérons à ces usages-là, du coup, aujourd'hui, on peut dire que un bus qui part du rond-point Patra et qui s'arrête au niveau de Tietie ou alors au niveau du foyer de Tietie pratique un demi-terrain parce que l'usage ou alors la pratique répétée qui a été mise en place et à laquelle tout le monde a adhéré n'a pas été respectée. Alors, monsieur du syndicat des transporteurs, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait là un abus, évidemment, pour un bus que de porter le numéro, c'est-à-dire l'exploitation de la ligne numéro 1, qui démarre d'un point A, c'est-à-dire ça peut partir du fond Tietie ou de Patra comme vous avez dit, mais qui s'arrête au niveau du grand marché pour ne plus finalement continuer jusqu'au port. Est-ce que c'est pas un abus du moment où on sait que la ligne devrait continuer jusqu'au port? Et quand le client monte dans le bus, sachant qu'il va payer 150 francs, il a en tête ce parcours, cet itinéraire où il partira du point A vers le point B. Curieusement, on constate qu'en cours de route, le bus peut s'arrêter pour dire, bon, nous on s'arrête ici, et puis voilà. Oui, c'est bien entendu un abus. C'est un abus, mais nous avons dit tantôt, parce qu'il faut bien éclairer, nous avons dit tantôt que aujourd'hui, il est mal placé de parler de demi-terrain. Parce que le réseau routier qui existe, c'était le réseau routier de STPN à l'époque. Et j'ai bien dit qu'ils prenaient le départ à Font-Tietie. Et vous dites bien que les transports se sont organisés, les transporteurs. Nous nous sommes organisés de façon que, au fur et à mesure que la ville est en train de grandir, et on a le souci des parents qui vivent au-delà de la limite fixée par la délibération sur le réseau routier. Donc, nous allons rechercher ces parents là-bas pour les amener. Donc, c'est une bonne foi. Si ce chauffeur-là pense que il peut partir de Nanga jusqu'au port, c'est sa bonne foi. Sinon, alors, vous allez demander au chauffeur de dire, bon, écoutez, nous respectons le réseau qui existe, il arrive au Font-Tietie, il charge à partir de Font-Tietie. Et on aura là ce qu'on appelle des réseaux secondaires, tels qu'on avait fait dans le travail primitif là-bas. Ça veut dire que ceux qui sont à Nanga là-bas, il y aura des 100 qui vont partir là-bas pour venir déposer au point de départ qui est le Font-Tietie. Et les bus prennent le relais du Font-Tietie jusqu'au port. Or, ceci n'est pas le cas aujourd'hui. Soucieux des parents, nous sommes obligés, nous, de faire de sorte que le bus parte de Nanga pour le port. Et vous allez remarquer que nous, syndicats de transporteurs, nous avons une équipe qu'on appelle équipe de poursuite. Nous sommes sur le terrain en train de regarder les bus qui font les demi-terrains. Nous arrêtons ces bus-là. Il y a des lignes qui ont été définies. Attendons que l'autorité municipale aujourd'hui puisse nous mettre la délibération. Puisse nous sortir la délibération. En ce moment-là, on est aisé de parler de demi-terrain. Parce que sinon, sur quelle base aujourd'hui, quand nous le faisons là, nous n'avons pas de base juridique pour frapper un bus de demi-terrain. C'est sur quelle base? Il n'y a pas un texte qui existe. Voyez-vous, juridiquement, il n'y a pas de texte. Donc, nous demandons plutôt peut-être à l'autorité municipale, sinon préfectorale, étant donné que le transport il est urbain, commençons d'abord par organiser notre ville. Le travail a été fait. Que l'autorité qui aujourd'hui ne prend que la délibération, puisque le travail a été fait, que l'autorité prenne la délibération et nous allons nous mettre en œuvre. Que l'autorité prenne la délibération, a dit donc le syndicat des transporteurs, mais je voudrais savoir qu'est-ce que cela coûte pour un bus de partir du Font-Tietie au port, au lieu de s'arrêter évidemment en cours de chemin lorsqu'on sait que il y a des clients, je l'ai dit tout à l'heure, qui montent, qui descendent dans le parcours pour qu'on fasse des demi-terrains. Que ça ne coûte rien. Bien entendu que les bus quittent bel et bien Font-Tietie pour le port. Et parfois ça arrête quelque part. Oui, mais à ce moment-là, il y a toujours des récidivistes. Il y a toujours des récidivistes. Quand un bus quitte le Font-Tietie pour s'arrêter au grand marché, à ce moment-là, il y a un demi-terrain. Mais un bus qui quitte Patra pour s'arrêter au Font-Tietie, ce n'est pas un demi-terrain. Bon, ça aussi, nous n'encourageons pas qu'ils fassent comme ça, mais en attendant que les autorités prennent les dispositions nécessaires, il faudra que nous regardions aussi le social. Est-ce que c'est la même ligne Patra
Bon, dans les réseaux routiers, il y a deux réseaux. Il y a le réseau principal et le réseau secondaire. Le réseau principal, c'est le réseau qui quitte Font-Thiétié jusqu'au port. Le réseau secondaire, c'est le réseau qui quitte Patra jusqu'au Font-Thiétié. Voilà, il y a aussi là une mauvaise interprétation du phénomène. Parce que dans le travail que nous avons fait, il a été énuméré qu'un bus, sinon un sens de taxi qui quitte Siafoumou ne peut pas arriver jusqu'en ville. Il s'arrête au grand marché et il emprunte un autre réseau pour arriver jusqu'en ville. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, au grand marché, il y a des policiers qui sont là. Dès qu'ils ont vu un bus qui quitte Siafoumou, terre jaune là-bas, au grand marché, demi-terrain. Là aussi, il y a une mauvaise interprétation du phénomène. Donc, voilà pourquoi nous avons dit, on a pour nous beau parler aujourd'hui, le syndicat pour son compte a fait le travail avec tous les acteurs intervenant dans la chaîne de transport et aujourd'hui nous attendons les décisions, ce n'est pas à nous de prendre les décisions. Vous avez dit vous n'avez pas finalement la responsabilité de prendre les décisions, mais pourtant dans le même temps vous pouvez décider des prix comme vous voulez et s'arrêter quelque part, ça aussi on l'a constaté sur le terrain. Alors c'est la question que je vais poser à monsieur notre chauffeur de taxi, c'est vrai que je reviendrai à vous tout à l'heure, ne vous en faites pas. Vous parlez de la distance tout à l'heure, mais aussi le constat c'est que la même distance, il arrive que vous preniez 2, 3, 4 clients pour la même distance, mais qui pourtant à la fin, chacun d'eux va payer soit 1000 francs comme vous l'avez dit, en violant dans tous les cas la règle, parce que le montant, comme a rappelé tout à l'heure Alain, c'est 700 francs. Le montant reconnu officiellement, c'est 700 francs. Dans les textes, vous avez un peu augmenté le tarif à 1000 francs et aujourd'hui, on abuse même, on commence à demander 1500, 2000 et ça ne gêne personne. Le mélange des courses là, ça se passe souvent matinalement le matin. Je ne suis pas sûr qu'à 10h, 11h, un chauffeur taximan peut mélanger ses courses. Bon, ça se passe. Vous qui le dites, mais quelle que soit l'heure, on a vu les taxis, on a mélangé les courses. Donc, bon, avec la demande des clients parfois. Oui. Parce que le matin, j'assume. Le matin, bon, tout le monde est pressé, doivent vaquer à ses occupations, doivent se mettre déjà à la route de son travail, au bureau pratiquement. Parce que parfois, il y a carence de taxi, le gars est obligé de rester là, patienter, mais parfois il doit être à temps au travail. Donc on mélange, soit c'est de Siafoumou, du CV, c'est-à-dire le centre-ville, mais la destination n'est pas, comment dirais-je, c'est un peu distancé. C'est l'autre dans le port, l'autre par exemple vers la mairie. Donc vous faites cette ronde-là. C'est vrai que ça y est en ville, mais... Et chacun paye sa course. Évidemment. Parce que si je prends 3 clients, toi qui vas vers le port, toi qui vas vers la mairie et l'autre qui est vers la Direct, ça veut dire que je passe par le port et puis je viens vers la mairie, je passe vers la Direct pour déposer. C'est vrai que nous partons ensemble, mais je dépose chacun à sa destination, évidemment. Et ils payent. Et avec leur demande à eux, parfois tu as ton client, toi tu roules, il y a une personne qui t'arrête. Mais tu ne peux pas mélanger les courses. Mais tu regardes l'heure, c'est le matin. Une fois, je me retrouvais vers mon Kamba. Un monsieur qui m'arrête, il me dit non, mais tu peux m'emmener, comment on appelle ça, après le péage de Goyo, là. Comment il faisait 13 heures. J'ai dit, à l'heure de l'embouteillage, là, bon, je ne peux pas t'emmener. Il me dit non, mais dis ton prix, je te donne 3000. J'ai dit bon, monte. Mais le surcroît, je suis conscient de mon Kamba, de là-bas, à 13 heures. Je crois qu'on est Congolais, on sait déjà comment je veux prendre du retard. Oui, c'est vous qui dites du retard, mais d'un côté, ça vous fait beaucoup plus d'argent et ça aussi, évidemment, le hic, tout à l'heure, vous allez réagir puisque vous avez émis, bien sûr, le souhait de réagir. C'est que lorsque vous prenez ces clients, là, c'est quand cela vous arrange. C'est-à-dire vous mélangez les courses, comme vous avez dit tout à l'heure, 1000 francs chacun ou 700 chacun. Mais même quand on a mélangé les courses, on les facture quand même à 1000 francs la course. C'est énorme. Mais il y a des cas où vous avez pris un client quelque part à un point A et vous arrivez à un endroit donné parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure plus tôt, il y a embouteillage
et voilà, vous abandonnez le client parce que vous pensez que ça vous prend trop du temps et ben voilà, vous rebroussez chemin. Abandonner le client, c'est trop dit. Vous savez, quand nous exerçons ce travail-là, nous avons aussi quelques obligations à nous personnellement. Vous pouvez prendre un client pour l'emmener par exemple vers le centre-ville. Et vu l'heure, vous aussi parfois on a des abonnés. Vous pouvez avoir des personnes que vous pouvez prendre quelque part. Vu l'embouteillage, vous regardez l'heure, j'ai dit, ah monsieur, je suis obligé de vous laisser prendre un autre taxi parce que moi aussi j'ai un autre rendez-vous. J'ai des engagements que je dois respecter là-bas. Je demande à ce monsieur de prendre un autre taxi et sans payer. On ne demande pas à la personne, paye et puis on te laisse. Non, on demande à la personne de descendre. Et non seulement, si on quitte par exemple de Luandili vers le centre-ville, on arrive vers Sympathique, à un bouchon, c'est moi le chauffeur qui est perdant parce que moi je l'ai déjà enlevé là-bas pour l'emmener vers Sympathique. Et suite avec ce bouchon-là, je lui demande de descendre. Et je change mon programme. Votre programme. Est-ce que c'est pas là aussi une situation où, blâmable parce que on a des abonnés comme il vient de le dire et ça c'est devenu courant. Parce que le problème n'est pas seulement d'avoir pris le monsieur à un point A, l'avoir facilité le parcours comme vous le dites, mais il peut se retrouver dans un endroit où il n'a plus la possibilité de trouver un autre moyen de transport, alors que lui, en partant de son point A, il avait déjà l'espoir d'arriver au point B. Merci beaucoup. Moi, je pense bien qu'il y a un problème de professionnalisation du métier qu'on exerce. Je vois que quand on exerce en tant que professionnel, en ce moment-là, on se rend compte des droits qui sont ceux du conducteur et de ses devoirs en même temps, et des droits, sinon les devoirs qui sont ceux du passager. Il y a ce qu'on appelle un contrat de transport. Moi, lorsque j'interpelle un conducteur de taxi et que je lui propose la destination où j'aimerais aller et qu'il accepte conformément au prix qui est reconnu, nous concluons un contrat. Et dans ce contrat, le chauffeur a une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il doit me prendre de là où je l'ai interpellé jusqu'à la destination que j'ai indiquée et pour laquelle je vais payer de l'argent. Maintenant, s'il arrive qu'il m'abandonne en plein parcours, il y a un problème, même s'il évoquait le prétexte des obligations comme quoi j'ai un abonné quelque part. Mais en prenant, en exerçant, il savait déjà que non, à telle heure, moi j'ai quelqu'un que je dois aller prendre pour le transporter de tel endroit à un autre endroit. Alors, on regarde. Si on pense qu'on est déjà proche de cette heure-là où on doit honorer à cette obligation, ça ne sert à rien de prendre le passager que vous allez abandonner en plein parcours et qui parfois aura des difficultés pour avoir un autre moyen de transport. Donc moi je pense bien que dans tous les cas de figure, le chauffeur n'aura pas respecté son obligation de résultat. Donc quelque part, il procède à une résiliation abusive du contrat. C'est une infraction. Voilà, autant pour les taximens qui pensent qu'ils ont des abonnés, une raison qu'ils avancent pour, évidemment, c'est lui qui utilise le terme, de dire que je l'ai aidé. Autant les chauffeurs de bus également, quand ils arrivent à un point donné, tout à l'heure vous avez dit il y a des lignes. Eh ben, vous avez parlé même du réseau principal et du réseau secondaire. Mais il arrive qu'un bus qui est parti du point A s'arrête quelque part, sans arriver à la fin de sa ligne, abandonne les clients sous prétexte qu'il a une course. Souvent, c'est un peu les enterrements ou une manifestation quelque part où il a été réquisitionné. Et bien voilà, il vous abandonne et puis il s'en va. Il vous dit bon, débrouillez-vous. Là aussi, on va dire bon, moi je les ai déjà aidés puisque je les ai pris à un point donné. Ici, j'ai déjà avancé. Bon, je peux me charger de ma course qui me payera ou au moins la recette est garantie. Ça aussi, je crois, c'est des fautes graves, professionnellement parlant. Oui, mais j'aimerais ici là vraiment présenter les excuses auprès de nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, parce que ça là, c'est pas du professionnalisme tel que c'est dit. Bon, il incombe de notre devoir d'éduquer, de sensibiliser, mais vous comprenez, bon, il y a aussi lieu de rappeler ici aujourd'hui que le secteur transport aujourd'hui renferme une couche vulnérable. Ça veut dire que des gens qui n'ont pas, dans la plupart des cas, des gens qui n'ont pas un niveau élevé.
nous avons au sein de nous tout le monde. Voyez-vous, bon. Et aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour les hommes, par exemple, hier, tous ceux qui n'ont pas réussi à l'école prétendaient partir à l'armée, se faire embaucher à l'armée. Aujourd'hui, c'est à la conduite. Tous ceux qui n'ont pas pu viennent vers la conduite. Et les femmes vont dans les salons de coiffure apprendre. Donc là aussi, nous n'avons pas aujourd'hui des professionnels tels que vous le dites. Donc, mais il relève de notre devoir de le faire. Mais vous savez que c'est aussi un peu difficile pour nous parce que procéder à des séminaires d'éducation, ainsi de suite, ça coûte un peu de l'argent, de moyens. Or, les syndicats que nous sommes, nous n'avons pas de subventions, nous n'avons pas de ressources. D'aucuns diraient, bon, mais vous gérez les parkings. Mais quand on va aller examiner ce qui se passe dans les parkings, vous comprendrez que c'est difficile. Ces parkings-là prennent en charge beaucoup de problèmes. Donc, mais nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui, sinon d'organiser des séminaires comme ça. Raison pour laquelle aujourd'hui je me permets peut-être de présenter les excuses. Parce que le transport, effectivement, c'est un contrat qui est signé, même si c'est verbal. Vous prenez un client d'un point A, il doit obligatoirement arriver à un point B, quelles que soient les difficultés pour y arriver, pour y parvenir. Il doit arriver parce que c'est un contrat. Mais nous demandons simplement pour nous permettre aussi une couverture. Parce que quand on le fait là, nous ne sommes pas couverts. Pour nous permettre aussi une couverture, que l'État puisse nous sortir la délibération puisque le travail a été déjà fait en amont. Qu'il y ait une délibération qui définit les lignes. En ce moment-là, nous allons nous impliquer tous. Et je crois que ce phénomène de déméterreur pourra s'arrêter. Vous êtes quand même le syndicat de transporteurs. Il y a un autre phénomène qui avait été évoqué d'entrée de jeu, les receveurs dans les bus, qui franchement, je n'ai pas besoin de les vexer, mais ont des comportements qui frisent un peu, déjà même au niveau de la propriété, parce que de toute façon vous transportez quand même un public, et parfois on est confiné, on s'assoit même sur un client, tout simplement parce qu'on pense que au lieu de 4, puisque généralement ces fauteuils sont prévus pour 3 passagers, à moins que je me trompe, ils sont arrivés à confiner 4. Et ça ne suffit pas. Lui-même en plus, donc 5, il est obligé de se pencher à côté soit d'une dame ou d'un monsieur. Vous, le syndicat de transporteurs, que faites-vous pour empêcher ce genre de comportement? En ce qui concerne la propriété, je crois que là encore, l'autorité municipale vient de nous aider. Je vous apprends qu'il y a une délibération ici qui fixe la tenue des chauffeurs de taxis et bus et contrôleurs. Nous avons la tenue, donc d'ici le 15 novembre, il y a lieu que nous nous conformons. Parce qu'au-delà du 15 novembre, et les services de répression feront leur travail. Il y a déjà une tenue qui est fixée pour les chauffeurs. Merci, une tenue fixée pour les chauffeurs, certainement pour les repérer, mais le problème se posera toujours au niveau de la propriété, parce que ces tenues-là, si elles ne sont pas lavées, continueront à poser ce problème dont on a fait état tout à l'heure de propriété, mais surtout de se confiner dans un pays où il fait chaud comme ça. Bientôt nous allons entrer en saison de pluie, où il fait beaucoup chaud. La première des choses, c'est de respecter la délibération qu'a pris le conseil municipal. Et ensuite, nous sommes quand même des humains, il faut être propre. Et surtout quand on va au travail, on doit sentir que c'est parce que nous voulons toujours nous négliger. Il n'y a pas de sous-métier. Nous sommes contrôleurs de bus, nous sommes chauffeurs de bus, nous sommes citoyens congolais et on doit vivre propre, décemment. Il n'y a pas à se minimiser. Il faut être propre et puis on est considéré envers les clients. On ne peut pas, nous sommes syndicats des transporteurs, notre rôle c'est de défendre les intérêts des travailleurs, sinon des chauffeurs, et protéger l'outil du travail. Mais dans ça, nous avons ce rôle-là, comme a dit le chargé de l'organisation, éduquer, conscientiser. Nous, notre travail, c'est parler. Nous, on n'a pas un bâton magique que quand le chauffeur n'est pas propre, là, il faut taper. Non, il y a des services habilités pour ça. Mais il y a aussi l'absence des contrats de travail.
Ces chauffeurs qui travaillent et d'un matin à l'autre on peut le relever et puis bon, il n'a rien, aucun numéro de pas d'immatricule à la SNCS, et c'est un monsieur en fait comme ça, j'étais en pâture et puis bon voilà. Je crois que c'est aussi des questions qui devaient intéresser votre commission, non? Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Comme disait quelqu'un, donnez-moi le premier mot et je veux faire le reste. Vous m'avez déjà donné le premier mot parce que vous avez parlé de contrat de travail. Et c'est là où moi je voulais également rebondir. Et le respect du SMIC. Exactement. Exactement. Donc moi je crois que les conducteurs et les patrons, mais je parlerai beaucoup plus des conducteurs, doivent savoir négocier leur contrat. Il s'agit d'un contrat individuel de travail. Moi, j'arrive, j'aimerais que vous me recrutiez comme receveur ou alors comme conducteur de bus ou de taxi, mais nous discutons des modalités. C'est là parce que, bon, X, il verse 45 000 francs ou 15 000 francs auprès de son patron que moi, je ferai la même chose. Chacun doit savoir discuter son contrat par rapport aux difficultés auxquelles il estime être confronté sur le terrain. S'il y a des patrons ouverts, il y en a qui sont vraiment fermés parce que vous avez dit de négocier le contrat, mais nous savons pertinemment que nous sommes dans un environnement qui n'est pas aussi favorable à l'emploi. Et on offre toujours à celui qui propose mieux, et ce qui fait que d'un matin à l'autre, on a toujours changé de chauffeur, exact. Et ce chauffeur-là qui vient négocier n'a pas en réalité un pouvoir de négociation en tant que tel parce que il veut du travail. Et s'il manque ce poste de travail, c'est pas évident qu'il en trouve ailleurs. Alors, il a des parents. Voilà tout le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de nos jeunes chauffeurs. Mais c'est aussi valable dans les grandes entreprises de la place. Où lorsqu'on arrive, on a commencé à travailler, il n'y a pas de contrat. Quelques temps après, 2-3 mois, on peut vous virer comme ça. Il n'y a pas de droit, il n'y a rien du tout. Un travail que devrait faire en réalité l'inspection du travail et aussi les syndicats des transporteurs que vous êtes pour le cas des chauffeurs. En tout cas, merci beaucoup. J'estime que vous avez réellement tout dit. C'est comme si vous étiez aussi syndicat des transporteurs. Vraiment. Et vous savez, nous opérons dans un secteur dit informel. Il n'y a pas de cadre juridique. Nous nous efforçons à fabriquer ce cadre juridique-là. Il y a récemment, avec l'augmentation des prix des carburants à la pompe, là, c'est là où nous avons pu obtenir le paiement de 25% que vous entendez là. Sinon, il n'y en a pas. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de nous efforcer. Mais bien que mal, ceci n'est pas respecté. Parce que vous arriverez par exemple à un patron qui va embaucher un chauffeur, lui il est catégorique. Il est dit, les véhicules à essence versent 15 000 francs pour les taxis. La recette c'est 15 000 francs par jour. Mais vous trouverez un patron qui vous dit il faut verser 20 000 francs. Et le chauffeur, comme il n'a pas d'emploi, il veut bien travailler, il fait quoi? Il accepte. Et en ce moment-là, quel est le résultat? Ce sont ces différents phénomènes que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Parce que lui doit tout faire pour trouver les 20 000 francs. Voilà. Je constate que il y a beaucoup d'aspects du débat qui tournent autour de l'absence de cadre juridique. Parce que tout à l'heure, je viens d'apprendre mon frère qui dit que nous travaillons dans un secteur informel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'eux ils entendent par un secteur informel. Est-ce que c'est un secteur qui n'est pas réglementé, où chacun fait ce qu'il veut? Mais à ma connaissance, le transport en commun, tout à l'heure je l'ai dit, qu'il est réglementé. En ce qui concerne par exemple l'accès à la profession de transporteur routier, c'est réglementé. Si je mets de côté ce texte-là, nous avons le code du travail. Mais être transporteur ou être conducteur de taxi, mais c'est un emploi, c'est une profession qui est régie par le code du travail. Maintenant, quant à dire que nous sommes dans l'informel, est-ce que c'est au niveau de la fixation des montants qui doivent être versés au patron pour un taximan ou pour un conducteur de bus? Je ne sais pas. Maintenant, si c'est le cas, vous parlez d'un document qui, à mon avis, est un cahier de charges que vous avez présenté au gouvernement. Mais si ce document contient des propositions pertinentes et que le gouvernement y adhère en prenant des textes qui réglementent un peu tous ces aspects-là, bon, en ce qui concerne par exemple les montants à verser auprès des patrons, pour un taximan, pour un conducteur de bus, je crois qu'on ira de plus en plus vers la formalisation et vers la
professionnalisation de ce secteur-là. Mais quant à dire que vous évoluez dans un secteur informel, je crois que c'est quand même aussi un peu trop dire. Oui, mais avant que vous ne réagissiez, c'était évidemment dans le même sens, savoir s'il y a une convention sur le transport, parce qu'on nous parle de la convention mine, commerce, etc. Est-ce que dans le transport, il y a une convention pour qu'on évite un peu cette fixation des prix par les patrons de ces taxis et bus eux-mêmes? Merci bien. En tout cas, vous avez aussi emboîté le pas. Bon, qu'est-ce que le Code de travail? Le Code de travail, c'est une loi cadre, une loi générale. De ce Code de travail est tiré ce que le journaliste venait de dire tout à l'heure, là, est tiré des conventions. Il y a les conventions de paiement, conventions de mines, conventions de ceci, cela. Mais dans le transport, il n'existe pas, il n'y a pas de convention. Voilà pourquoi nous disons que nous travaillons à l'informel. Les lois que vous dites, les lois qui existent, professionnaliser, c'est quoi? La loi que vous faites référence dit quoi? Elle dit pour être chauffeur de taxi, il faut au préalable avoir fait un examen, donc pour obtenir un certificat de capacité qui vous donne le droit de faire un permis de conduire. C'est cette loi que vous faites allusion là. C'est tout. Bon, mais en ce qui concerne l'organisation du travail en tant que travailleur, il existe quel texte? Aucun. Mais voilà pourquoi je crois qu'on n'est plus en train de s'éloigner tous les deux, parce qu'il vient pratiquement de tomber sur le même point de chute. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que si les préoccupations que vous avez présentées au gouvernement contiennent des propositions pertinentes en la matière, tant mieux. Donc ça veut dire qu'à partir de ces préoccupations-là, peut-être qu'on ira vers une convention pour les transports en commun dans notre pays. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut toujours avoir à l'idée que les secteurs, il est toujours réglementé, même s'il y a des normes purement générales qui existent, mais le secteur est réglementé. Il ne reste plus qu'à prendre des textes d'application qui essaient un peu de mettre en œuvre certaines dispositions de ces normes générales qui peut être le Code du travail, alors qui peut être n'importe quelle loi. Vous voyez, c'est là où moi je suis. Merci, j'ai l'impression que le combat il est encore tout entier et tout est à refaire dans ce secteur. Nous allons certainement conclure notre entretien de ce soir, Alain. Il y a déjà d'autres cercles de réflexion qui nous ont précédés sur cette problématique-là. Mais nous venons remettre la question sur la place publique, qu'on en parle de plus en plus, de manière à attirer l'attention de tous les acteurs, notamment de nos autorités. Vous voyez, M. Perrin, tout à l'heure, j'évoquais un décret qui réglemente l'accès à la profession de transporteur routier. Mais si vous voyez ce décret-là, vous verrez qu'au niveau de l'article 3, il est interdit aux étrangers d'être conducteurs de taxi ou d'être conducteurs de bus. C'est interdit. Mais, voilà. Effectivement, nous les voyons. Peut-être que c'est nous qui nous trompons sur leur nationalité. Qui sait s'il y a des étrangers? Mais certainement qu'il y en a, nous sommes tous des Monténégrins. Ne nous voilons pas la face. Donc, un étranger ne peut pas être conducteur de bus ou conducteur de taxi, ça c'est exclu. Mais en tant qu'un étranger peut être propriétaire d'une société de transport. Un étranger peut être propriétaire d'une société de transport. Ça c'est reconnu. Mais en ce qui concerne les acteurs qui doivent être au volant, un étranger n'a pas de droit. C'est d'abord un secteur protégé. Parce que nous-mêmes au Congo, nous avons plein de chômeurs et que nous aimerions quand même leur donner certaines opportunités. Et lorsqu'on permet à des étrangers d'envahir le secteur, quelque part, ça n'arrange pas nos compatriotes. Et puis, il y a aussi les questions de sécurité. Qui sait si ces étrangers-là, dans leur pays d'origine ou dans les pays de transit où ils sont passés, c'était criminels, des gens qui ont été condamnés à des peines privatives de droits civiques ou alors d'un certain nombre de libertés. Qui sait le contenu transporté dans leur coffre pendant la nuit? Qui sait si tout ce monde-là ne serait pas quelque part les perturbateurs de la tranquillité que nous avons chèrement acquise dans ce pays-là? Donc je pense bien que sur cette question-là aussi, les autorités doivent réfléchir. J'ai parcouru une déclaration du collectif des transporteurs du Congo. J'espère que vous connaissez mieux. Et qui ont même émis ce souhait-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État prenne des mesures qui conviennent de sorte que tous ces étrangers-là qui opèrent sur la voie publique ne puissent plus exercer ce travail-là conformément au décret, conformément à la législation en vigueur. Merci. Ce n'est pas être xénophobe que de rappeler un certain nombre de règles. Il n'est pas interdit
aux expatriés d'exercer, de faire les affaires au Congo, parce que c'est cela aussi la mondialisation, mais la loi interdit les étrangers au volant du transport en commun. Ça, nous n'avons fait qu'interpréter la loi et les autorités devraient, je crois, mettre un peu de la rigueur là-dessus parce que il n'y a pas plus tard que 2 nuits de cela, j'ai été transporté une fois encore par quelqu'un qui, comme disait Maître d'ailleurs la fois dernière, qui ne comprenait aucune langue de chez nous, ni Kituba, ni Lingala. Même le français, c'est à peine vraiment qu'il peut se débrouiller. Alors, bon, comme on a dit, peut-être qu'il a une nationalité congolaise. Là encore, la question, elle est tout entière. Mais vous avez dit, le permis, il est gratuit. Là aussi, il serait peut-être pas... Je ne serai certainement pas bien placé, mais je peux le témoigner parce que moi, j'ai payé encore de l'argent pour avoir mon permis. C'est curieux. 26 000 francs CFA. Et les chauffeurs ne me diront pas le contraire. Je crois que jusqu'aujourd'hui, le permis, on paye de l'argent pour avoir son permis, non? On paye toujours de l'argent pour avoir un permis. Je ne sais pas s'il y a un Congolais qui a pu avoir un permis gratuitement. Je ne suis pas sûr. C'est délibéré, le permis est gratuit, mais je ne suis pas sûr qu'un Congolais a déjà eu un permis gratuitement comme ça. Non, je ne suis pas sûr. Alors donc, vous comprenez que jusqu'aujourd'hui, la mesure n'est pas respectée. Le permis, il est encore payé, mais il est cher. 26 000 francs CFA pour quand vous délivrez votre permis. Mais encore qu'il faut attendre 3, 4, 6 mois. Moi, j'ai dû attendre certainement une année. Je fais ce témoignage non pas pour vexer l'administration de tutelle, mais il faut qu'on commence à dire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous vous disons merci d'avoir été avec nous. On prend rendez-vous pour la prochaine fois. À très bientôt. Gaba.